On est encore là, auditeurs et internautes. Merci d'être toujours là. Merci de continuer toujours à nous suivre chez Exprimez-vous, chez S'exprimer en toute liberté. Nous sommes encore là, on va encore parler nation. Ici, quand nous présentons ici, nous abordons pas mal de thématiques, mais aujourd'hui, on va encore parler politique, on va encore parler sécurité de la République démocratique du Congo. Restez branchés à la radio du monde Afro Diaspora Média. Restez branchés dans ces magazines à grand public. Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. C'est ici d'ailleurs que l'expression prend sens. C'est ici d'ailleurs que la parole prend sens. Ici, nous s'exprimons en toute liberté. Aujourd'hui, comme toujours, nous recevons pas mal d'invités pour parler d'un sujet ou d'une thématique donnée. J'ai reçu Jérémy Kabangi, un jeune centriste. Avec lui, on va un peu survoler sur l'actualité insécuritaire de la République démocratique du Congo. Jérémy Kabangi, je dis bonjour et bienvenue chez nous. Merci vraiment, très cher Moïse. Merci vraiment pour l'invitation accordée, pour que nous puissions parvenir à disséquer des questions vraiment assez cruciales qui touchent vraiment l'âme du patriotisme de la République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup, auditeurs internautes. Avant de commencer cette émission, merci de vous abonner, vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez à la radio Afro Diaspora Média. Restez toujours fidèles à nous. Nous sommes là, vos questions et préoccupations, vous avez nos numéros et nos mails. Veuillez nous les parvenir, on va toujours les très bien. La situation sécuritaire en RDC, d'abord on prend les plans globaux. Comment vous les descriptez? Vraiment, nous savons bien que la situation semble être chaotique à ce moment précis parce que des agresseurs de la République démocratique du Congo, nous connaissons déjà la situation telle qu'elle se présente instamment. Ce n'est pas une agression interne, mais plutôt une agression internationale, mais aussi régionale. Mais avant qu'ils puissent parvenir à décrire la situation telle qu'elle est présentée, je pense bien qu'il serait d'une importance capitale que nous puissions parvenir à démontrer vraiment la source de cette agression injuste qui nous est premièrement imposée en tout moitié du Congo. Nous savons bel et bien que la finalité de cette agression, c'est premièrement les pillages. Et deuxièmement aussi, c'est la cession de notre partie est de la République démocratique du Congo, une partie bourrée de richesses. Parce que cette partie vraiment a des richesses énormes, en l'occurrence les diamants, les cuivres, l'or, le lithium et que sais-je encore. Vu que la communauté internationale vraiment et les pays Rwanda, à travers son président Kagame, ne cesse de jaillir la haine pour cette beauté rayonnante qu'est la République démocratique du Congo. C'est partant de cette haine et de cette jalousie qui fait que la communauté internationale puisse pouvoir imposer au Rwanda de nous agresser. Mais nous savons bel et bien que nous, la République démocratique du Congo, ayant un espace géographique tellement vaste et qu'ailleurs, Rwanda, un petit pays, dont il n'est pas même comparable avec notre ville. Mais on dit la force d'un pays ne réside pas à sa superficie. Tout à fait, nous savons bien que bel et bien que non, du point de vue international, d'abord, un État est État. Il suffit simplement que celui-ci puisse avoir les éléments constitutifs qu'elle été décrits par la Convention de Montevideo de 1933, l'article 1er, qui démontre premièrement que l'État doit exister sur base d'un espace territorial, la population, les gouvernements ainsi que la souveraineté. Si un État parvenir à remplir ces conditions, il est considéré État comme État. Loin de moi de m'engager dans une discussion doctrinale dont certains doctrinaires pensent bien que parlant des éléments constitutifs d'un État, il faudrait nécessairement ajouter la Constitution. Les autres pensent encore qu'il faudrait la reconnaissance. Très bien. Restons dans les sujets. Vous avez dit qu'il faut d'abord sonder les causes et vous êtes là. Oui, tout à fait. J'ai démontré la source de cette agression. C'est où? Lorsqu'on parle de la source, je touche cela du point de vue de sa finalité. La communauté internationale, Rwanda, cherche quoi à nous agresser. Et on a démontré ici que non, la
finalité principale, c'est le pillage de nos minéraux. Deuxièmement, c'est la cession de la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ça la finalité de la communauté internationale avec Rwanda, Très qui bien. cherche la République démocratique du Congo. Très bien. Mais imaginez, en regardant simplement cette finalité, vous verrez bel et bien que non, la RDC, si réellement elle parviendrait à baisser la garde, on ne parviendra pas vraiment à honorer l'héritage de nos ancêtres. Parce que vous savez bel et bien que Lumumba s'est beaucoup donné au fond pour arracher l'indépendance. Alors, imaginez. Est-ce que c'est Mzee Laurent Désiré Kabila, enfin, ce sont les Occidentaux qui ont envoyé à Mzee Laurent Désiré Kabila de coopérer avec les Rwandais pour avoir le pouvoir, parce que c'est ça qui nous a mené tout ça aujourd'hui? Ouais, évidemment, nous connaissons bien l'histoire, on en a vu, on en a vécu. Laurent Désiré Kabila avait le vouloir de diriger ces pays. Alors il n'allait pas parvenir. Il faudrait nécessairement qu'il puisse avoir l'aide de la communauté internationale en lui donnant une coopération militaire avec certains pays africains. C'est à partir de cela qu'il a eu à arracher ses pouvoirs, et par après, il faudrait normalement qu'il puisse être redevable devant la communauté internationale. Très bien. Redevable par rapport aux militaires qui l'ont soutenu, pourvu qu'il puisse parvenir à arracher ses pouvoirs. Et vous connaissez les accords qu'ils ont signer. Il y a l'infiltrage de l'armée. Les rebelles d'hier sont aujourd'hui les gouvernants d'aujourd'hui. C'est partant des accords qu'ils ont signés avec Laurent Désiré Kabila. Alors, en voyant l'intensité de ces accords, sont en train de nous donner les conséquences néfastes dont nous subissons aujourd'hui. Est-ce que ce que fait Nang aujourd'hui, ce n'est pas les musées Kabila bis? Évidemment, c'est ça. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, partant de cette jurisprudence, la plupart des Congolais qui veulent vraiment, qui sont soifés du pouvoir, veulent à ce que qu'ils puissent d'abord entrer, former un groupe rebelle, et par après revenir pour négocier avec le pouvoir en place. C'est pourquoi nous pensons qu'il ne serait pas vraiment possible que le président puisse pouvoir opter l'option de dialogue. Vous connaissez aujourd'hui comme le prêtre catholique ainsi que les Christ du Christ. Et vous voulez quelle option? L'option, instamment, l'unique cartouche qui peut faire à ce que le Congolais puisse être revêtu de leur fierté et s'imposer au niveau international qui est régional. Certes, nous savons bien et bien, le dialogue est bon, mais dialoguer avec qui? On peut que dialoguer avec la personne dont nous sommes en conflit avec. C'est pas que non, une personne qui n'incarne pas la solution à notre problème, soit à ces conflits, que nous puissions négocier. Non. Nous pensons que l'unique option pour s'imposer au niveau international, pour repousser cette agression, serait aussi celle d'envisager la guerre au-delà de l'aspect diplomatique. Ok. Donc, vous conseillez au chef de l'État de lancer la guerre contre le Rwanda, de déclarer la guerre contre le Rwanda? Non, déclarer d'abord la guerre c'est fort. Vous savez quoi? Quand vous parlez de la guerre, c'est à quoi vous parlez? Lorsque je parle de la guerre, étant juriste, je m'inscris dans l'hypothèse de la légitime défense. Ok. Vous savez quoi? Parce que Rwanda est notre agresseur, nous connaissons bien. Considérant que Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo, il a eu à piétiner notre sol congolais. Il a arraché les armes de la population congolaise. Alors, pouvons-nous rester à cet état de neutralité en attendant vraiment la résolution au niveau international? Non. Non, Rwanda a eu à violer les principes fondamentaux du droit international. En l'occurrence, les principes de l'intangibilité des frontières telles qu'acquises lors de l'indépendance. Les principes de maintien de la paix et la sécurité sociale. Mais Rwanda a violé ces principes. Qu'en est-il en droit international si un État parvenait à violer les principes du droit international? La conséquence est simple. Et c'est la responsabilité internationale de cet État. Mais pourquoi Rwanda n'arrive-t-il pas à engager sa responsabilité internationale? Et d'ailleurs, la responsabilité internationale dont il est question, du point de vue de l'approche conceptuelle, on considère que la responsabilité internationale, c'est une conséquence juridique de la violation d'une norme internationale. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Ça sonne très bien aux oreilles. Loi internationale, patati patata. Tout ça, c'est bien. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est la solution. Évidemment. Vous voyez, nos frères sont tués à l'Est. Ils sont massacrés.
par Rwanda et son supplétif M23. Vous avez très bien avec moi assisté à ces des réunions de sécurité des Nations Unies, dont Madame la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, nous a représentés. La communauté internationale que nous nous basons ne fait que condamner, ne fait que condamner, ne fait que condamner. Il n'y a pas de sanction. Deuxième conseil, il n'y a pas de sanction. Sommet SADC et CC, il n'y a pas de sanction. Sommet droits de l'homme avec Mouyaya, ça continue d'abord. Espérons. Aujourd'hui, nous voulons la paix. Vous avez dit il ne faut pas dialoguer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner la paix à l'est du pays, pour récupérer tous nos territoires conquis par l'ennemi? Vraiment, cher Moïse, la société est simple. Très bien, allons-y. Premièrement, nous devons, vu que nous sommes au niveau international, et là je vois l'approche, soit les plans diplomatiques. Très bien. Parce que les sommets des SADC ainsi CIAC, nous devons savoir premièrement que CIAC, c'est une communauté internationale. Donc d'abord, la finalité de sa création, c'est promouvoir l'intégration économique, sociale et politique, voire culturelle. Et d'ailleurs, la voie principale de résoudre les conflits, c'est la voie diplomatique. Mais aussi, sous l'approche indirecte, il y a aussi les sanctions, qui l'EAC soit une communauté internationale. Les dialogues aussi, c'est une voie diplomatique. C'est une voie diplomatique. D'abord, c'est la voie principale. Mais vous niez. Vous refusez les dialogues pour retourner la paix et vous voulez la guerre. La guerre, ça va se faire comment? Non, écoutez une chose, vous devez savoir. Je ne me suis pas vraiment imposé, soit opposé totalement au dialogue. Quel type de dialogue que nous voulons? Dialoguer avec Nanga? Est-ce que Nanga est l'agresseur la plus moitié du Congo? L'agresseur, c'est qui? Nous connaissons bien l'agresseur. L'ennemi, c'est le Rwanda. Alors, si ça dit dialoguer, on doit dialoguer directement avec le Rwanda. Ce n'est pas avec Nanga. Nanga, vous devez savoir, Nanga, c'est parmi les personnes, soit des agresseurs, qui sont venus simplement colorer la guerre à l'interne. Mais la guerre en soi, l'agression, c'est-à-dire la guerre ainsi, elle est internationale et régionale. Vous voyez? Alors, nous pouvons... Non, c'est un fantoche, c'est un ancien fantoche. Mais le Rwanda nie toutes ces accusations. Qu'est-ce que nous devons faire? Non, écoutez, aucun voleur ne peut, lorsqu'il veut l'attraper, qu'il est volé, il doit toujours pouvoir chercher à se défendre. Et qu'est-ce que nous allons faire quand il y a vraiment les preuves probantes et éloquentes qui prouvent que Rwanda est responsable de ces agressions. Oui, très bien. Il y a des rapports des Nations Unies, des rapports de plusieurs organisations qui prouvent la culpabilité du Rwanda. Mais il nie. Preuve en est qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, il a nié. Il renvoie que c'est un problème entre les Congolais. Et le Conseil, personne n'a proposé ces sanctions ou n'a sanctionné. Il n'y a que des condamnations. Vous ne voyez pas que la diplomatie ne paye pas. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la diplomatie a payé pour le retour de la paix à l'est du pays? Si la diplomatie n'a pas payé, nous devons suivre quelle voie pour retourner la paix à l'est? Tout à fait. Avant d'abord d'entamer votre interrogatoire, j'aimerais premièrement finir avec la réflexion que j'avais commencée. Allons-y, pas de problème. J'étais en train de dire que la communauté régionale, CEDAC et EAC et tout consort, a premièrement la finalité de promouvoir l'intégrité économique, sociale et politique, voire culturelle. Aussi la voie par laquelle elles parviennent à résoudre leurs conflits entre États, c'est vraiment la voie diplomatique. Hormis au-delà de la voie diplomatique, lorsqu'un État viole en outrance les droits, les principes fondamentaux de leurs traités, aussi la communauté régionale peut envisager certaines sanctions. Et ces sanctions peuvent être politiques, économiques. Lorsqu'on parle de sanctions politiques, nous voyons vraiment la suspension, soit l'exclusion d'un État à participer dans des assemblées générales. Et aussi, parlant des sanctions économiques,
on peut interdire l'État d'accéder aux marchés régionaux. Mais pourquoi pas que ces communautés régionales puissent pouvoir opter ces sanctions? Vous avez vu les sommets. Mais ils ne l'ont pas fait. Moi, je dis Qu'est-ce que nous devons faire? C'est le problème. Évidemment. Moi, je pense ici, au-delà des sanctions que la RDC est en train de demander qu'on puisse imposer au, au Rwanda, mais on a à réfléchir dans le cadre de notre mouvement politique, les centres. Nous pensons nécessairement sur le plan militaire. D'abord, à l'interne d'abord. Sur le plan militaire, il faudrait que le président de la République puisse pouvoir mettre en place un desk stratégique, des officiers expérimentés à la retraite, afin que ces officiers puissent pouvoir réfléchir sur comment vaincre les Rwandais. Non, ressusciter les retraités. Non, résister dans quel sens? Vous voyez que non, les personnes qui sont comme les officiers retraités, ce sont les personnes bourrées de l'expérience. Parce qu'à ces moments précis, on a besoin de l'expérience, on a besoin encore de l'expertise. Qui dit l'expérience? Nous voyons les solutions pour décanter une situation, soit un fléau. Qui dit expertise? Nous voyons simplement les solutions qui peuvent être mises à notre disposition pour ne pas commettre les erreurs du passé. Ça, c'est un peu la divergence. C'est pourquoi, dans les cas d'espèce, nous pensons que si le président de la République parvenait à mettre un desk stratégique stratégique composé des officiers expérimentés et retraités, composés ayant pour finalité de réfléchir sur comment vaincre Rwanda et structurer un objectif militaire, ça serait d'une importance capitale. Ça, c'est sur l'aspect militaire. En attendant que Goma reste occupé et que Bukavu soit menacé. Non, on ne peut pas attendre à ça. Non, les solutions que nous donnons, il y a des solutions dont il faudrait nécessairement appliquer, comme dans le cas d'espèces. On a des généraux qui sont retraités. Ces généraux-là ont eu à s'imprégner à cette guerre à l'époque, lorsqu'ils étaient encore en fonction. Non, les retraités de Mobutu, de Kabila et tout. Non, tout à fait. Lorsqu'on dit desk stratégique, le président doit toiletter. Mettre vraiment un organe en place, soit un service en place pour réfléchir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi des traîtres parmi ces retraités? Il peut y avoir toujours des traîtres. Mais vous savez bien que dans chaque organisation, chaque société, les traîtres ne manquent pas. Si aujourd'hui nous souffrons parce qu'il y a des traîtres. Nous souffrons parce qu'il y a des traîtres. Alors c'est pourquoi il faut de toiletter. Et comment régler ces problèmes des traîtres qui paralysent derrière l'armée aujourd'hui? Ces retraités aussi viendront avec leur narratif, contrairement à ceux qui sont sur place, à ceux qui maîtrisent la situation. Et ça sera aussi un problème. Pourquoi? Parce qu'ils viendront avec leur idée. Aujourd'hui, le président se méfie peut-être de tout le monde. On ne sait pas qui est bon, qui est mauvais, qui est traité, qui ne l'est pas. Faire ressusciter ces retraités, est-ce que c'est ça vraiment la solution? Écoutez, là, je sais pas, c'est pas. Ça va apporter la solution dans quelle sphère, dans quel niveau? Je viens de démontrer ici que c'est pour être bénéficiaire de leur expérience et expertise. Non, ceux qui sont là n'ont pas d'expérience. Non, il y en a. Il y en a. Mais il faut savoir une chose. Okay. Ces gens-là, l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui et qui nous est imposée injustement. Très bien. N'est pas d'aujourd'hui. N'est pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps. Et ces retraités-là, ils ont eu à mettre les mécanismes en marche pour finir cette guerre. Mais par présomption, quand même, nous pouvons dire qu'ils savent quand même quelque chose par rapport à cette guerre. Ils ont une contribution à donner. C'est pourquoi c'est là. D'ailleurs, dans la deuxième proposition, toujours sur le plan militaire, nous pensons qu'il faudrait la convocation des états généraux des services de sécurité pour réfléchir sur les stratégies de renforcer l'efficacité des stabilisations et des protections de l'intégrité territoriale. Parce que pourquoi? Vous voyez, mieux vaut faire, ça serait mieux de faire confiance aux militaires qu'aux politiciens. Mais le problème, c'est quoi? Comme on dit à l'Ingala, ceux qui déjà m'ont sopani, pour nous de la rapace, le problème est déjà arrivé, les malheurs frappent à notre porte. Tout ça, c'est bien, toutes ces théories. Nous voulons maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire cesser la guerre?
Nous avons vu la 5 ans et l'ECC fait des consultations. Ça, on peut les palper. Ils ont consulté les présidents de la République, ils ont consulté Martin Fayol, ils ont consulté des lycéens, ils ont consulté Corneille Nanga. On peut les palper. Et à travers toutes ces consultations, Je m'excuse, on puisse palper cela. Oui, vous voyez l'impact négatif que ces dialogues peuvent causer. vous allez rebondir. Et toutes ces consultations, nous savons qu'à la fin, il y aura quelques compromis et ça va peut-être alléger la situation. Vous parlez de la guerre. Aujourd'hui, Goma a été pris en un claquement de doigts. Vous pensez qu'il est temps de réformer l'armée? Ça prendra combien de temps pour récupérer les territoires? Et ces citoyens doivent toujours rester dans l'impasse? Monsieur Jérémy. Cher Moïse, vous voyez, lorsqu'il y a un problème, il ne faudrait pas toujours réfléchir seul. Ok. Il faudrait réfléchir avec des spécialistes de la matière. Très bien. Il y a un sage qui a bien si noté que les fébriles si aussi chacun de nous apporte un morceau de bois. Alors, dans les cas d'espèces, si on a vu dernièrement les présidents de la République, par les ministres de la Justice, et là il a convoqué les États généraux de la Justice. C'était pour réfléchir, pour faire une confrontation des intelligences. Comment réorganiser et restructurer la justice? Mais dans les cas d'espèces, certes, l'agression est imminente. Alors, il faudrait aussi faire la confrontation des intelligences du point de vue de sécurité. Et par après, le président pourra opter les options soulevées, soit les initiatives soulevées, qui seront bénéfiques pour la population congolaise et surtout pour renforcer la stabilité et l'intégrité, voire même la protection de l'intégrité territoriale. Donc vous ne croyez pas à la démarche des prélats catholiques de réunir tous les Congolais pour trouver des solutions? Le dialogue est bon, on ne s'oppose pas, mais ce dialogue, nous considérons ça comme inopportun. Comment ça? Inopportun dans quel sens? Nous savons bel et bien, il y a eu des dialogues d'ici par là. Aujourd'hui, les rebelles, les agresseurs de la Moitié du Congo, qui sont soi-disant congolais, commencent à penser qu'il faudrait intégrer, faire bouillonner la rébellion à la Moitié du Congo, afin qu'ils puissent parvenir à accéder dans la Respublica. Vous voyez cette jurisprudence. Je ne condamne pas Laurent Désiré Kabila. Mais ça nous a renvoyé une mauvaise image. Tout à fait. De prendre des armes pour avoir les postes de décision. Aujourd'hui, les dialogues dont les prêtres sont en train de mener, ça peut aboutir à une solution, mais ça ne sera pas une solution définitive. Pour la cessation de cette agression, ça doit être une agression temporaire. Et cela doit jaillir des conséquences néfastes à la Moitié du Congo. Surtout pour la génération future. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de ça, dialoguer, prendre le temps de respirer pour préparer l'armée et après imposer notre force? Écoutez, dialoguer c'est bon, mais c'est inopportun. C'est inopportun parce qu'aujourd'hui, les soldats qui sont au fond, en train de se battre, les vies humaines qui sont, dont Nanga a arraché en Moitié du Congo, des morts dont Nanga a eu à faire tomber, soit à faire manifester lors de ces agressions. Vous pensez bel et bien que ces familles-là, dont les blessures sont encore chaudes, nos soldats qui sont au fond, se battent jour et nuit, et par après, on peut leur dire c'est les faits, qui sont déjà d'ailleurs engagés pour repousser cette agression jusqu'au bout, à ces moments précis, dont les résolutions sont sous-pendantes devant la communauté internationale. Très bien. Conseil de sécurité, dont les solutions ne sont pas encore prises. Mais nous, on se précipite pour dialoguer. Mais nous sommes où? Quelle contradiction? Tantôt, nous sommes en train de dire que non, l'agresseur n'est pas congolais, c'est le Rwanda. Mais pourquoi la communauté internationale. Comment on doit dialoguer encore avec Nanga? Vous ne voyez pas que non, ça serait une façon de colorer l'agression à l'interne et donner Rwanda raison par rapport à ces prétentions soulevées devant le Conseil de sécurité en train de nier cette agression. Dire que le problème est congolais. Tout à fait. C'est Nanga qui est venu congoliser cette agression
Mais nous savons bel et bien que non, l'agression nous sommes victimes instamment. Ce n'est pas une agression congolaise. Très bien. Mais c'est plutôt une agression internationale et régionale. Régionale parce que ce sont les pays frontaliers de la République du Congo qui sont en train de nous agresser. Vous voyez, il n'est pas opportun. La situation est devant la justice internationale et devant les communautés internationales. On a imputé la responsabilité internationale au Rwanda. Mais voilà, à l'interne, on veut négocier. Nous allons patienter jusqu'à quand? C'est ça le problème. Ici, nous sommes à la fraude, nous sommes calmes. Hein? C'est climatisé, c'est un peu frais, nous sommes calmes. Mais à l'Est, ils souffrent, ils sont fouettés. On va patienter jusqu'à quand en attendant la réplique de la communauté internationale? Vous voyez, certes, avant d'abord de rendre votre maison propre, il faudrait nécessairement, avant d'abord qu'on puisse rendre votre maison propre, il faudrait nécessairement que vous-même puissiez la rendre propre. C'est pourquoi moi je dis, en réfléchissant, nous pensons bien que les solutions doivent se retrouver à l'interne. Les présidents de la République dont nous soutenons jour et nuit par rapport à nos initiatives dont nous sommes en train de tisser pour mettre fin à cette agression doivent pouvoir avoir courage de prendre certaines décisions qui sont dures. Comme quelles décisions? Et bénéfiques. Comme lesquelles? On a à démontrer ici. Moi, on a parlé de la légitime défense. Les présidents de la République doivent faire les sursauts de l'exercice de la légitime défense. Parce que vous savez quoi? Nous sommes dans une agression. Il n'est point question de déclarer une guerre. Il faut d'abord protéger ces territoires. Non, pas bien protéger. En attaquant quoi? Le Rwanda qui est sur notre sol. Tout à fait. Vous voyez, vous savez quoi? La responsabilité internationale telle qu'elle est définie instamment, dès que tu violes l'intégrité d'un État et tout qu'on sort, dès que tu violes les principes fondamentaux, tu peux engager ta responsabilité internationale. Mais lorsque tu es attaqué, l'attaque est imminente. Vous êtes censé de repousser ces attaques, soit ces agressions. Pourquoi nous n'arrivons pas à repousser l'armée? Ou la politique gouvernementale n'est pas bonne? Non, je ne vais pas dire que non. La politique. La faute incombe à qui? Écoutez, nous devons savoir une chose. La faute n'incombe à personne. Nous tous sommes victimes. Nous tous sommes auteurs de ces erreurs. Parce que la grande participation aussi incombe à la population congolaise dont nous sommes. Il faudrait que nous tous nous puissions dessaisir des discours. Des discours qui sont vraiment en faveur des camps adverses, à l'occurrence Rwanda, l'apologie du Rwanda et tout consort. On doit se dessaisir de ces discours-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, la grande question incombe à l'État. L'État doit pouvoir faire les sursauts de l'exercice de la légitime défense. Lorsqu'on parle de la légitime défense, on considère que nous sommes dans une ripostage, d'une agression. Très bien. Parce que la légitime défense en toi, c'est une cause d'exonération de la responsabilité internationale. Dès que vous êtes agressé, vous repoussez cette agression. On ne peut pas vous arrêter, quels que soient les dommages causés sur les sols congolais et tout consort. Parce que vous êtes agressé, vous avez simplement riposté à cela. C'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, les présidents de la République doivent pouvoir, je pense qu'ils sont déjà outillés, nos soldats doivent encore plus en plus outiller encore nos militaires pour repousser cette agression. Et on doit s'approprier l'hypothèse, soit la notion de la légitime défense. On ne peut pas attendre que les présidents de la République puissent déclarer la guerre. Non, on ne peut pas déclarer la guerre à la République du Congo. Parce que l'agression est sur notre sol congolais. Très bien. Alors, à ces cas d'espèce, il faudrait nécessairement qu'on puisse faire les sursauts de l'exercice de la légitime défense. Mais hormis ça, vu que nous sommes encore sur le plan diplomatique, très bien, nous pensons qu'il serait d'une importance capitale que sur ce plan diplomatique, nous puissions envisager l'hypothèse de la création d'une zone tampon des Nations Unies. Dans quel sens? On doit pouvoir mettre en place une zone tampon des Nations Unies
Et l'étendue peut varier de 2 kilomètres au moins. Et cet espace serait occupé par les forces de l'Union européenne ou des forces africaines en attente ou encore des forces américaines avec un mandat offensif pour parvenir à barrer ces agressions, aussi à piller nos minéraux. Mais et tous sont complices. C'est ça le problème. Nous créons que la communauté est complice, les États-Unis sont complices, il y a des complices partout. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que cette émission était beaucoup plus dédiée aux solutions. Nous devons trouver des solutions palliatives, si je peux les dire comme ça. Parce que jusqu'à maintenant, vous êtes contre les dialogues, enfin contre d'une partie ou d'une autre. Mais nous devons trouver la solution et le plus vite possible. Qu'est-ce que nous devons faire? Okay. L'armée n'est pas prête. Là, on doit se le dire. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous voyez, pour gagner une guerre, il ne faudrait pas se focaliser sur un plan. Okay. Il faudrait vraiment étendre les raisonnements sur tous les plans. Très bien. Évidemment. C'est quoi? Comme je viens de le dire, si vous me permettez de se dire d'une manière succincte, sur les plans militaires, on a des propositions. Très bien. Sur les plans diplomatiques, on a des solutions. Sur les plans des deniers publics, on a des solutions. Primo, sur les plans militaires, je venais de dire ici qu'il faudrait la mise en place d'un desk stratégique. Et ça prendra du temps, c'est le problème. Non, ça ne prendra pas du temps. Ça ne prendra pas du temps. Il suffit simplement qu'il y ait le président de la République pour pouvoir réfléchir. Bon, même au bout des 2 semaines, soit une semaine, on pourra pouvoir décanter cette solution. Très bien. Et ça sera. Et deuxièmement, on a parlé que non, c'est toujours sur le plan militaire, il faudrait normalement la convocation des États généraux, des services de sécurité, pour réfléchir sur les solutions, les réformes profondes des services de sécurité, mais aussi pour renforcer l'efficacité des stabilisations et des protections de l'intégrité territoriale. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan diplomatique, comme je venais de dire, il faudrait nécessairement la création d'une zone tampon. Évidemment, la création d'une zone tampon de l'États-Unis, non, de l'Union européenne, dont on doit pouvoir... chaque État doit pouvoir céder au moins 2 kilomètres de son espace, et cet espace serait occupé par la force de l'Union européenne, soit la force africaine en attente, soit encore par la force américaine, évidemment, pour parvenir à empêcher chaque État d'accéder dans la frontière de l'autre. Très bien. Hormis ça, on a eu à penser que normalement, nous devons exiger les retraits sans délai et sans condition du mouvement M23 et de l'armée rwandaise sur notre sol. Est-ce qu'ils vont accepter? Évidemment, mais ça c'est un droit. Nous devons s'imposer sur ça. Comment s'imposer? Non, ça c'est sur le plan diplomatique. Ouais. Donc, sur le plan diplomatique, nous voyons là, la communauté. Ce sont les choses qu'on doit pouvoir exiger devant les communautés régionales qu'internationales. Très bien. Évidemment. Ça serait d'importance capitale qu'on puisse pouvoir envisager vraiment cet aspect des choses. Mais hormis ça, nous pensons qu'il est d'une importance capitale pour assurer la transparence des deniers publics que nous puissions, premièrement, dans les cadres d'ailleurs, dans les cadres de la complémentarité de l'initiative prise par le président de la République, la réduction des trains de vie des institutions, il serait mieux qu'on puisse envisager la réduction des rémunérations des animateurs et membres du gouvernement par 3. Et on doit pouvoir renverser cette quotité aux efforts de la guerre, soit de cette agression, soit de la sécurité sociale. Très bien. Mais aussi, dans les cas toujours d'assurer la transparence des deniers publics de l'État. Mais ça serait une importance capitale qu'on puisse pouvoir interdire les paiements en espèces par la Banque centrale et envisager la voie du virement bancaire. Vous voyez qu'il y a une pour bien tracer. Tout à fait, pour voir la faisabilité, comment l'argent passe, que ça entre comme ça. Et les suivis doivent nous permettre de faire mieux. Très bien. C'est une importance dans ce cadre. Merci beaucoup, cher Jérémy. Le temps a filé, auditeurs et internautes, ça a vraiment filé. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Exprimez-vous. On aura un peu quelques mots de la fin chez M. Jérémy. S'il y a des recommandations à faire d'une manière certaine, très courte,
Nous avons très bien suivi vos recommandations que vous avez fait je peux même dire au président de la République pour finir cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et la population souffre, comme je l'ai dit toujours, comme je le répète, un mot aussi à cette population, pas seulement des Goma, parce que nous sommes tous là, Free Goma, je suis Goma. C'est pas seulement Goma qui est conquis par l'ennemi. Il y a des territoires et territoires. Donc, votre message à tous ces citoyens à l'est du pays, et si vous avez aussi un mot à dire à la fin, vous le dites, et nous clôturons en beauté cette émission. Merci très cher. Donc, nous savons bel et bien que la République démocratique du Congo, voulait dire, c'est un État vaste qui incarne une beauté rayonnante aux yeux du monde tout entier. Alors, nous, État, nous, premièrement, on toque à la conscience de la population congolaise, de pouvoir au moins s'intégrer à la vision du chef de l'État, de soutenir aussi nos forces armées. Mais la politique n'est pas l'apanage d'une classe des personnes, mais l'apanage de tous. La politique ne concerne pas une classe des opposants, soit de la majorité, mais de tout le monde. Pour défendre l'intégrité de la République du Congo, il ne s'agit pas d'incomber la responsabilité au président de la République, soit aux institutions de la République. La défense nationale est un devoir civique qui incombe à chaque Congolais, opposant ou de la majorité. Parce que c'est un droit qui est constitutionnalisé, qui est un droit légalisé à l'article 63 de la Constitution. Nous devons pouvoir défendre notre intégrité. C'est pourquoi dans le cadre du mouvement politique centre, dont je suis partisan, et le président est Germain Kambinga, on a eu à mettre les propositions en faveur de la population congolaise, moi aussi des gouvernants congolais, de pouvoir envisager ces solutions. Comme je venais de dire, si je peux le dire d'une manière succincte, si les plans militaires, monsieur le président de la République, non pense nécessairement qu'il faudrait convoquer les états généraux de la sécurité afin de réfléchir sur les mécanismes de renforcement de la stabilité et de la protection de l'intégrité territoriale. Mais aussi, la mise en place d'un desk stratégique composé des officiers expérimentés afin de parvenir à réfléchir sur comment vaincre Rwanda et structurer nos objectifs militaires. Mais sur le plan diplomatique, on pense nécessairement qu'il serait aussi d'une importance capitale de plaider devant les instances régionales et internationales la mise en place d'une zone tampon des Nations Unies étendue sur un espace de kilomètres de la frontière commune entre les deux États, mais aussi et surtout aussi sur le plan des deniers publics pour assurer la transparence. Nous pensons qu'il serait aussi important d'envisager l'interdiction formelle du paiement en espèces en optant la voie du revirement bancaire. Ça serait d'une importance capitale que nous puissions parvenir à assurer l'intégrité de notre territoire. Je sais bien que la République démocratique du Congo a des hommes capables, les hommes intelligents pour parvenir à mettre fin à cette agression. Nous devons faire réfléchir nos cerveaux comme le président Germain Kambinga l'a fait jour et nuit, qui se bat pour réfléchir profondément à trouver les solutions pouvant solutionner cette agression de la République démocratique du Congo. Très bien, très bien. Nous pensons qu'il est d'une importance capitale de prendre ces initiatives, soit ces propositions, en fait de les mettre sur les plans pragmatiques. Ok. Très bien. Merci beaucoup, cher Jérémy, pour votre disponibilité dans cette émission. Exprimez-vous. Merci pour tout ce que vous avez partagé pour la nation. Nous ne cesserons toujours pas de vous remercier. C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Exprimez-vous est toujours là, votre espace de libre expression. Merci aussi à vous, auditeurs et internautes, qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. L'émission est à votre disponibilité, à votre disposition aussi.
Vous qui nous avez suivis sur YouTube, merci de continuer de partager ces liens. Vous qui nous avez suivis sur la radio Afro Diaspora Média, vous pouvez passer sur YouTube. L'émission est toujours disponible et partager les liens pour permettre à toute couche de la population de nous suivre et d'en bénéficier. Vos questions, vos réponses en commentaire sur YouTube, dans nos deux numéros et sur notre mail. On va toujours vous répondre tant soit peu. Merci, que Dieu garde la République démocratique du Congo. On se retrouve le jeudi prochain pour d'autres thématiques et d'autres invités. Au revoir.